que nous allons ouvrir maintenant un sujet qui a trait à l'organisation, la formation et l'attractivité en biologie médicale. Alors, les parties prenantes, j'ai instauré ce nom, avec Lionel Baron, Raphaël Béranger, Thierry Boucher et Jean-Paul Feujas, vont animer et préciser cette séquence que nous ouvrons maintenant, mais qui va être introduite par Lionel. Bonjour à tous, salut. Bonjour à tous, merci de m'avoir donné l'honneur de démarrer et d'ouvrir cette table ronde. Donc c'est consacré à l'organisation, la formation et l'attractivité de notre belle profession. Alors j'aimerais vous donner 3 clés de lecture, on va dire, sur cette table ronde, en commençant par quelques chiffres pour planter le décor. Première clé de lecture, c'est le biologiste, détective du diagnostic et gardien de l'efficience. Merci à Catel d'ailleurs d'avoir cité les 70% de décisions médicales grâce à la biologie médicale. Alors c'est peut-être 69 ou 71, mais en tout cas c'est beaucoup. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on est très efficient puisqu'on le fait avec 1,3 à 1,5% des dépenses courantes de santé, ce qui représente beaucoup moins en proportion que dans les autres pays industrialisés, notamment l'Allemagne dont je suis frontalier puisque j'exerce à Strasbourg. Pourtant, nous garantissons un maillage exceptionnel. 99% des habitants sont à moins de 20 km d'un laboratoire de biologie médicale, d'un laboratoire de proximité. Et ça, ce n'est pas dans tous les pays, c'est aussi reconnu mondialement. Alors, l'efficacité, ce n'est pas tout. Et le biologiste est aussi le détective, et on l'a dit, voire on prédit, le détective et le hussard de la santé publique. Donc ça, je pense qu'on aura le temps de l'aborder, et je compte sur mes collègues pour en parler. Et on est en capacité de bouger d'une seule voie en ville et à l'hôpital. Et ça, c'est aussi assez rare dans les professions, pour qu'on puisse replacer le biologiste au cœur des parcours de santé, au carrefour des autres spécialités. Alors, la deuxième clé de lecture, c'est rêver l'avenir par l'accessibilité à la prévention et l'innovation. On doit déployer en ville comme à l'hôpital une biologie qui anticipe et qui prévient. Et c'est d'ailleurs très rassurant de vous entendre sur ces sujets-là. Et on a 500 000 patients qui sont pris en charge quotidiennement par les laboratoires de ville et un nombre probablement du même ordre à l'hôpital. Quotidiennement. Ces contacts quotidiens sont pour nous l'opportunité de mettre en œuvre une stratégie du « make every contact count », c'est-à-dire de faire en sorte que chaque rencontre avec un patient puisse servir non seulement à l'analyse demandée, mais aussi au dépistage et à la prévention des pathologies silencieuses qui sont souvent négligées pour éviter qu'il y ait des trous dans la raquette. Et on l'a dit aussi avant, il y a des trous dans la raquette dans l'accès aux soins. Quelques exemples. La vaccination, on en a parlé avec Franck Mouton. On pourrait proposer une vaccination ciblée. Le dépistage des cancers, colorectaux, utérus, dès lors qu'on connaît le statut d'éligibilité du patient qu'on a devant nous, soit physiquement, soit par le sang ou les échantillons qu'on pourrait avoir de ce patient-là. Les maladies chroniques, alors il y a aussi les maladies rénales qui ont été citées plus tôt. On sait qu'on pourrait économiser 1,3 milliard, c'est l'étude de février 2023 australienne, si on dépistait correctement et si on faisait confiance au biologiste médical pour dépister ces maladies rénales chroniques avec les scores de risque, albuminurie, je ne rentre pas dans les détails, on en parlera peut-être après. Mais ce qu'on peut faire pour les maladies rénales, on peut le faire aussi pour les maladies hépatiques, on a des scores de risque, maladies cardiovasculaires, l'insuffisance cardiaque, qui sont des fléaux. Donc, make every contact count. Et évidemment, pour ça, on aura besoin d'accélérer sur le versant numérique, justement, pour connaître le statut d'éligibilité du patient cible. Numérique, intelligence artificielle, etc. Clé numéro 3, l'attractivité, qui est évidemment au cœur des enjeux, puisque tout cet avenir ne peut pas être possible si on n'a pas des professionnels, pas que biologistes, techniciens, l'ensemble de l'écosystème biologique, formés, bien formés, et en nombre, en ville comme à l'hôpital. Alors, en 13 ans, le revenu annuel des médecins biologistes a baissé de 31%, malgré l'inflation, et tandis qu'il augmentait ailleurs. On est passé du détective de la santé à l'asset de la santé. Et la table ronde pourra peut-être évoquer aussi des pistes pour améliorer cette attractivité, évidemment pas que sur la partie financière, mais sur l'intégration du biologiste médical dans le code de santé publique, par exemple, comme profession médicale, la simplification de la comitologie, on a parlé de comitologie avant, et on peut prendre l'exemple des exigences du COFRA qui deviennent de plus en plus un frein qu'une aide à la qualité et notamment à l'urgence biologique.
Et pourquoi pas poser la question du transfert de la démarche qualité à la Haute Autorité de Santé, qui dépend du ministère de la Santé et non pas du ministère chargé de l'Industrie. L'amélioration de la formation et l'élargissement des compétences des techniciens de laboratoire, ce sont des sujets sur lesquels je compte beaucoup sur mes collègues pour nous apporter un regard éclairant. Merci. Pour qu'on puisse avoir les moyens de jouer pleinement notre rôle de santé publique. Merci. Merci Lionel. Et je pense que nous allons commencer par le début, c'est-à-dire peut-être par la formation des étudiants. Et on va demander à Marc Ménadier et à Jean-Louis Baudeux, chacun à son tour, de commencer cette table ronde. Alors, vous savez, je rappelle quand même la règle, parce qu'il faut le rappeler, c'est on donne, c'est une table ronde, effectivement, mais en réalité, on donne à tous les experts que nous avons réunis 5 minutes pour nous présenter, et pas une de plus, pour nous présenter une position, une analyse, un sentiment, ce qu'il veut. Vous avez carte blanche, quartier libre, pour nous présenter effectivement une vision de ce que vous pensez absolument essentiel, que nous sachions ce qui nous paraît, ce que nous devons, comme l'a dit Lionel, ce qui nous paraît le plus important. Évidemment, tout cela a été un petit peu préparé simplement pour qu'il n'y ait pas trop de répétitions, mais en réalité, l'essentiel est là. Donc on va vous écouter et on fera, Charlotte et moi, attention au temps, puisque nous avons beaucoup de conférences. En tout cas, merci beaucoup Marc Ménadier. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté, vous êtes un biologiste, rare biologiste, hein, doyen de la faculté de médecine, et vous êtes le doyen de la faculté de médecine de la bonne ville de Dijon. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup de m'avoir invité à cette concertation qui me donne le plaisir de retrouver mes confrères biologistes que je côtoyais beaucoup plus avant de prendre des fonctions de doyen de faculté, mais c'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors vous m'avez invité pour évoquer la formation des étudiants et en particulier des étudiants en médecine parce que je pense que c'est dès le départ que l'on instille l'idée de la pratique biologique chez nos étudiants pour leur donner l'occasion de s'y intéresser après. En fait, la clé du choix, elle est au niveau du nouveau processus qui a été mis en place pour accéder à l'internat, à savoir les ED, les ECOS et autres points de parcours qui permettent de faire un choix de discipline. Alors, c'est donc dès le début des études médicales, alors j'hésite un peu parce que j'allais dire que la biologie n'est pas enseignée en tant que biologie parce que ce n'est pas une discipline, la biologie. Elle est distillée dans tous les enseignements et ça commence dès le premier cycle hein, avec l'enseignement de tout ce qui est physiologique et physiopathologique. Elle est cruciale à ce moment-là parce que c'est le reflet de cette activité. Et donc, je ne suis pas certain qu'à ce moment-là, on fasse le lien avec la pratique médicale. Et c'est, je crois, un des biais de l'attractivité de la biologie. L'étudiant en médecine qui sort du premier cycle n'a pas conscience que tout ce qu'il vient d'apprendre est lié à ce qui va se passer après et à la prise en charge de son patient. Donc ça fait partie des points qu'il faut à mon avis, que l'on travaille. C'est instiller régulièrement et mettre l'accent sur la liaison entre le fonctionnement cellulaire, la biologie, et tout ce qu'on vient d'entendre sur la biopsie liquide. Tout ça, ce sont des éléments que les étudiants apprennent en premier cycle, évoquent en premier cycle, mais ne font pas le lien avec... Le lien n'est pas fait de façon très régulière. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on envoie nos étudiants en stage, alors dès la 3e année, et puis ensuite comme externe en médecine. Et il faut s'obliger à les envoyer dans les laboratoires de biologie médicale pour qu'ils découvrent ce monde, qui n'est pas le monde classique. Hein, ils ne rentrent pas en médecine avec l'idée d'être biologiste, hein, loin s'en faut. Mais il faut qu'ils apprennent à le découvrir au cours de ce stage. Alors, ça peut être soit en 3e année, de façon obligatoire, soit pendant l'externat et inclure un stage dans les laboratoires. Alors ça existe, hein, ce que je dis là n'est pas une nouveauté. Nous, à Dijon, ils ont obligation de passer en 3e année pendant 7 semaines dans un laboratoire de biologie. Après, les labos qui sont disciplinaires accueillent des externes. Donc là, il y a un peu plus de choix pour l'étudiant, mais c'est possible. En revanche, en 3e année, c'est déjà obligatoire. Et puis, il faut qu'on réfléchisse à la construction de notre enseignement dès le 2e cycle
en enrichissant tout ce qui est... Vous savez qu'on est passé sur le système des items de rang A, B, C. Alors, il n'est plus question d'enseigner ce qui est trop sophistiqué, mais il faut que dans les rangs A et B, on instille là aussi des pratiques biologiques, entre guillemets. Ça découle de ce qu'on appelle des situations de départ, c'est très complexe ce que je raconte, mais donc des situations de départ qui sont une liste de 360 situations de départ sur lesquelles les étudiants vont être évalués dans les ECOS, des épreuves de clinique obligatoirement structurées. C'est un processus très, très standardisé, mais dans ces 360 situations de départ, il y a très peu de situations biologiques. Or, il faut là aussi qu'on fasse un effort pour augmenter ce nombre, parce que l'étudiant est ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il essaie d'être le mieux classé possible et il va travailler les questions qui sont dans la liste des 360 et il va largement oublier le reste. Donc, il faut que la biologie médicale soit instillée dans cette liste et soit plus présente que ce qu'elle n'est. Après, il est bien évident qu'il faut qu'on travaille sur le contenu de notre enseignement d'internat. Alors là, moi, je pense qu'on a un peu loupé le coche en faisant un seul DES de biologie médicale. Pour moi, je l'ai dit tout à l'heure, la biologie médicale en tant que telle, ce n'est pas une discipline. Un microbiologiste, c'est un microbiologiste, un hématologue ou un immunologiste ne font pas les mêmes métiers. Ils utilisent des techniques comparables, ils ont des structures comparables en termes d'organisation, mais sur le plan scientifique, ce n'est pas la même chose. Donc, on a un peu peut-être tout refondu et tout gommé comme différence, ce qui fait que c'est moins attractif. Et puis, il faut aussi être clair, l'arrivée de la certification et de l'accréditation, la norme 1589, a eu un bénéfice certain, c'est que ça a complètement upgradé la qualité de nos pratiques, c'est certain, mais en revanche, ça a plombé l'attractivité de notre métier. Moi, je suis désolé, les étudiants en médecine, quand ils passent en stage et qu'on commence à leur parler certification, ils sont pas... pas leur cœur, ça leur plaît pas, c'est pas attrayant, je suis désolé. Il faut, et malheureusement, alors en particulier dans les structures publiques, je parle pour les structures publiques, ce sont les biologistes qui font la certification. Vous l'avez évoqué, madame, c'est un dévoiement du métier. Je sais que dans le libéral, vous avez des ingénieurs qui font ce travail, et c'est très bien. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez, enfin, si vous en avez beaucoup, mais en tout cas, c'est leur métier. Un chirurgien, il opère, il ne s'occupe pas du matériel. Un biologiste, il faut qu'il fasse de la biologie, il ne faut pas qu'il fasse de la certification. Enfin, voilà, vous voyez un peu. Marc, on peut... Voilà. Bravo. Merci. C'était vraiment le temps imparti. Vous nous avez donné effectivement des repères importants. Et on va demander tout de suite... Alors, je salue également le docteur Jean Canarelli, de l'Ordre des médecins. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Alors, merci et très content d'être avec vous. Je pose à peu près la même question à Jean-Louis Baudeux. Alors, du côté pharmacien, puisque vous êtes le doyen de la faculté de pharmacie de Paris-Cité. Paris-Capitale, ville-capitale. Bravo, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Donc, toujours 5 minutes. Vous pouvez faire moins, mais pas trop plus. Merci beaucoup. Merci de me donner la parole. J'espère que ma voix va tenir 5 minutes. Mais sinon, ce sera gagné. Mais en plus, je passe derrière Marc Ménadier, avec qui forcément on est en échange quasi constant. Et il y a des choses que je ne vais pas redire. Moi, je voudrais accentuer effectivement le propos sur 4 aspects. Les enjeux de la formation et les moyens. Les éléments d'attractivité, mais ça, on l'a déjà abondamment évoqué. La rénovation du DS de biologie médicale, mais là également, Marc Ménardier l'a revu. Enfin, on a parlé et donc on sera bref. Et puis la formation professionnelle tout au long de l'exercice professionnel, parce que c'est particulièrement important. Alors, sur les enjeux de la formation, je rappelle le niveau médical de la formation pour les médecins, bien entendu, pour les pharmaciens également, et la nécessité d'avoir une actualisation constante par rapport à l'exercice professionnel d'aujourd'hui, mais également, et on a parlé d'innovation en début de cette séance, l'actualisation en fonction de ce qui se passera demain en biologie médicale, parce que comme l'a dit Catel Péoc, ça va très très vite et c'est une évolution constante, inéluctable. Et puis l'attractivité, forcément, est un enjeu, en particulier pour la pharmacie, avec les récents développements qu'il y a pu y avoir au niveau des études de pharmacie et de leur attractivité. J'insisterai aussi dans les enjeux de la formation sur
La formation hospitalo-universitaire indispensable, donc le rôle du DES de biologie médicale, et même avant, dans les études de médecine, mais ça Marc en a parlé, études de pharmacie également, qui ont la caractéristique ou la spécificité d'avoir une formation socle sur les sciences dures plus importante, mais qui doit très rapidement aller dans l'applicatif, y compris en biologie médicale, également dans le domaine des médicaments, dans la pharmacie officinale et industrielle. Sur les éléments d'attractivité, il nous faut absolument faire valoir, parce qu'il existe, la connexion avec la recherche, qu'il s'agisse d'une recherche scientifique, d'une recherche appliquée, d'une recherche éventuellement sociale ou sociétale, donc avec des disciplines de sciences humaines accolées. Et ça se fait également par des dispositifs qui ont été mis en place récemment, tels que la FST, Innovation et Recherche, ou les années recherche qui doivent être multipliées pour garantir auprès de nos internes la capacité de toucher à la recherche si ça n'a pas été déjà fait, et surtout de s'engager concomitamment à leur exercice professionnel dans une activité de recherche. L'ouverture sur la clinique et la prise en charge de service aux patients, elle a été également signalée. L'accompagnement biologique doit être formalisé aujourd'hui et doit être un exercice ou un aspect, une facette de l'exercice du biologiste médical. Parce que, bien sûr, le côté analytique, le côté examen biologique, le côté innovation doit être maintenu. Mais par contre, et notamment avec la présence de l'intelligence artificielle, eh bien, il faut que l'on maîtrise l'intelligence artificielle et que l'on transfère ses résultats et son interprétation auprès du patient. Et l'accompagnement biologique peut être un élément. Quant à l'attractivité des études, je vous rappelle effectivement qu'au niveau national, 70% des biologistes médicaux sont de formation pharmaceutique. Ça veut dire que si on a un déficit d'entrée dans les études en pharmacie, on a de facto un déficit de formation des pharmaciens biologistes médicaux. Ça veut dire que l'évolution de la réforme d'entrée dans les études de santé, l'évolution PASLAS, qui est actuellement en cours de discussion, elle doit aussi prendre en compte ce fait, parce que dans les facultés de pharmacie, si on a moins d'étudiants en pharmacie, on forme moins de biologistes médicaux, et là, c'est la profession qui en pâtit. Dernier point, parce que je crois que les 5 minutes sont écoulées, la rénovation du DES de biologie médicale, ça fait écho à ce que vient de dire Marc Ménadier. Alors, je ne sais pas s'il faut faire 4 DES ou 5 DES en fonction des spécialités biologiques. Je pense également à l'exercice libéral de la biologie médicale. Par contre, avoir une approche métier, une approche que j'appelle périmétier, c'est-à-dire professionnel. On a mis en place au sein de l'internat de biologie médicale un séminaire avec Marseille, Paris et Marseille, un séminaire sur tout l'exercice professionnel de la biologie médicale et le management des équipes médicales ou techniques. Ça, on ne le fait pas trop dans les études de pharmacie, on ne le fait pas forcément dans les études de médecine, mais c'est à vérifier. Il faut en tout cas qu'on accompagne le futur professionnel dans son exercice quotidien quand il sera en situation. Et puis, bien sûr, il faut aussi ajuster par rapport aux besoins d'expertise et de formation que j'appelle parallèles. On parle aussi, et je suis beaucoup sur le dossier des PADU en ce moment, je me dis qu'entre ce qu'on demande aux PADU et ce qu'on demande à nos internes de biologie médicale, il y a malgré tout un gap. Il y aura aussi un gap d'exercice professionnel. Et là aussi, il faut se mettre en cohérence et il y a du travail à faire. Voilà. Après, je laisse la porte ouverte évidemment à toutes les questions que nous pourrions avoir. Merci à vous. Mais bravo, et ça complète, je trouve bien, ce que Marc a dit, et merci d'avoir respecté le temps. Je ne sais pas, on me dit que je n'aurais pas cité Philippe Piette, ce serait vraiment une erreur, donc je m'en excuse, et je vais vous donner tout de suite la parole, puisque vous êtes le président du conseil de la section G de l'Ordre des pharmaciens. Vous allez peut-être nous rappeler également quelle est votre activité. Vous êtes donc biologiste, et je vous demande donc peut-être de la même manière, si vous voulez, ensuite, pour les uns et les autres, on engagera évidemment une série de questions, peut-être à la fin de cette série d'auditions que nous avons. En tout cas, merci d'être avec nous, Philippe Piette.
Merci. Alors, j'avais préparé une intervention. Ceci étant dit, ce que j'ai entendu ce matin me donne tout à fait loisir de préciser un certain nombre d'éléments que j'ai entendus. Ce matin, j'ai entendu que, en première table ronde, j'ai entendu que tout était en place, tout était formidable. Et en particulier, je regrette que l'Agence du numérique en santé et Madame Baudy ne soient pas présentes parce que j'aurais eu des questions à poser sur la validation de toutes ces performances prometteuses en termes d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies, etc. Parce que finalement, j'entends que dans ce pays, on a beaucoup de choses qui sont mises en place. Le seul problème, c'est le terrain, la réalité du terrain. Et peut-être que je vais parler comme les associations de patients qui sont sur le terrain et qui se rendent compte. Donc moi, ce que j'entends, c'est que ce matin, pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'est que il n'y a pas de problème de santé en France, il n'y a pas de problème d'accès aux soins, il n'y a pas de problème de perte de chance pour les patients, et que tout est prometteur et tout va bien. Alors, les biologistes de terrain, et je viendrai sur la dimension de la notion de spécialité de biologie médicale. Je pense que la biologie médicale est une spécialité médicale. Et je pense aussi qu'après avoir une formation de médecin ou de pharmacien, qui sont complémentaires, qui permettent d'avoir une approche où les médecins deviennent un peu plus pharmaciens et les pharmaciens un peu plus médecins. C'est-à-dire qu'au cours de l'internat, il y a cette formation commune qui permet d'avoir cette vision et de faire coller la technique aux besoins de terrain. J'ai entendu parler de l'allusion à la crise tout à l'heure, la crise Covid. Elle n'aurait pas avancé s'il n'y avait pas eu ces réunions permanentes avec les acteurs de terrain, s'il n'y avait pas eu cette réalité qui finalement était prise en compte. Et là, ce que je regrette, qu'une fois que la crise n'est plus en place, n'est plus présente, on n'a pas cette attitude de revenir aux besoins de terrain. Et donc, les biologistes médicaux qui ont une formation de 10 ans, je pense qu'elle permet, et c'est ça la richesse et le côté formidable de cette formation, c'est qu'elle permet d'avoir accès à tout un pan de l'exercice. J'entends que la recherche est importante, j'entends que la pratique hospitalière et la médecine de pointe est importante, mais les pertes de chance se font aussi beaucoup sur le terrain. Et en médecine, le problème, c'est qu'on veut être, et quand on a une vision structurelle et organisationnelle, on a tendance à être binaire. On est dans un monde binaire où on a des 0 et des 1, ou du blanc ou du noir. En fait, en médecine, rien n'est blanc et rien n'est noir. Il y a beaucoup de gris. Et sur le terrain, les biologistes médicaux qui ont cette formation de 10 ans d'études, dans les laboratoires privés, eux touchent du doigt ces risques de perte de chance aux patients. Et quand ils sont dans leur laboratoire et quand ils veulent se donner la peine d'être à l'écoute des patients et entendre toutes les difficultés d'accès aux soins, tous les cas cliniques qui sont présentés d'une manière générale, eux, ils font un travail assez formidable pour limiter les pertes de chance. Et ça, il va falloir s'en rendre compte. Et mon collègue Lionel Barran y a fait allusion tout à l'heure sur tout ce que l'on pourrait faire sur la prévention, sur l'orientation dans le parcours de soins. Et ça, il va falloir le prendre en compte parce qu'on pourra construire toutes les architectures formidables. Si derrière, il y a un déni de réalité sur le terrain, eh bien, finalement, ça sera à l'image de tout ce qu'on essaie de faire, souvent dans ce pays, c'est-à-dire qu'on construit beaucoup de choses, mais déconnecté des réalités. Donc, à un moment, il va falloir considérer que les biologistes médicaux, dans les sites de laboratoire, à l'hôpital, parce qu'il y a aussi l'hôpital, il y a les CHG, les anciens CHG, maintenant c'est les CH dans les groupements hospitaliers. Les biologistes médicaux font un lien avec les cliniciens, font un lien avec la pertinence de l'examen de biologie médicale. Et donc, il va falloir, et d'une manière complètement anonyme, et c'est ça la difficulté, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas connus dans cette action.
ils ne sont pas reconnus dans cette action. Il va falloir tenir compte de ça si réellement les biologistes médicaux sont un facteur d'efficience de la médecine et en termes de coût également. Donc moi j'entends qu'ils coûtent beaucoup ou je ne sais pas trop quel. Je veux bien, mais dans ce cas-là, il va falloir donner des mesures prudentielles d'exercice, il va falloir donner des missions aux biologistes médicaux sur le terrain dans l'intérêt des patients. Voilà, je pense que j'ai été dans les 5 minutes. C'est absolument parfait. Dans les 5 minutes, donc voilà. Je voulais vous préciser où vous êtes biologiste? Je suis biologiste en Dordogne. En Dordogne. En Dordogne. Parlez près du micro pour qu'on Oui, vous entende bien. Oui. Je suis biologiste en Dordogne, très proche du terrain, des besoins des patients, de l'absence Et les biologistes médicaux, il y a aussi une notion de ça, c'est la notion de compétence. Parce qu'en médecine, on ne fait bien que si on met la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et le parcours de soins patient au cours de la journée, au cours de la semaine, au cours du mois, a ses spécificités par rapport aux pathologies. En fait, si on fait ce déni de réalité, donc on se rend compte que dans les territoires, mais même je dirais en ville, moi j'ai mes collègues qui exercent à Paris, qui sont dans leur laboratoire, il y en a, eh bien ceux-là, ils se donnent la peine. Le problème, c'est que ces biologistes qui sont dans le laboratoire ne sont pas connus et reconnus dans leurs actions. Et il va falloir quand même se donner la peine de ça, parce que derrière ça, on aura beau construire, on aura tout beau construire, eh bien finalement, on aura un gap considérable entre la théorie et la pratique. Oui. Enfin, en tout cas, vous pouvez être rassuré que nous, on reconnaît bien la Dordogne. Hein. Et je pense que Magali Marmiès, à Cahors, également reconnaît bien la Dordogne. Hein. Mais Cahors n'est pas la Dordogne. Non. Cahors, c'est le Lot. Ah, je le sais. Le Lot. Ah, je voulais qu'elle me... Mais enfin, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas un fleuve terrible entre la Dordogne et le Lot. On est d'accord. Bon. Cela étant, oui, nous n'avons jamais cru, Monsieur Piette, que... Enfin, on n'est pas... Nous ne sommes pas naïfs. Nous n'avons jamais cru qu'il n'y avait pas... Enfin, qu'il n'y avait pas de différence d'analyse entre les uns et les autres. D'ailleurs, les conférences de concertation, elles cherchent à trouver un consensus minimal. J'ai toujours dit d'ailleurs aux parties prenantes qui nous suivent, qui nous ont fait l'amitié de nous confier cette réflexion, que dans l'idéal, nous aurons peut-être un consensus, mais c'est pas sûr. Et en tout cas, on recherche plutôt le plus petit dénominateur commun que le plus grand, parce qu'on sait bien que les choses sont quand même dans la vie plus compliquées qu'on ne le croit. Je pose la même question, si vous le voulez bien, à ce stade de notre conversation, à Jean-Louis Guéant, à qui je également, même règle, si vous le voulez bien, quelques minutes d'analyse de votre part. Je rappelle, Jean-Louis Guéant, que vous êtes le président de la Commission nationale de biologie médicale. Alors la Commission nationale de biologie médicale, quelques mots pour la présenter. Elle rassemble tous les acteurs de la profession, mais pas que. Également les directeurs généraux des hôpitaux, les académies, les présidents de CME, de commissions médicales d'établissement. Donc elle a pour vocation vraiment à couvrir l'ensemble des aspects liés au métier, à la fois sur les aspects réglementaires, autorisation d'exercice, réflexion sur l'avenir, accréditation, etc., pour faire simple. Et elle fonctionne avec deux tutelles qui sont la DGS, la DGOS, et elle travaille en étroite collaboration, bien sûr, avec le CNG pour les autorisations d'exercice. Alors, cela étant, et là, nous avions mis en place dès le début un comité de suivi de l'accréditation parce que ça fait partie également de nos missions. Je vais commencer par faire ce commentaire. Je crois qu'il faudrait repositionner le COFRAC à sa juste place, pour reprendre ce qu'a dit tout à l'heure Lionel Barran, c'est-à-dire qu'il est là, en fait, pour faire une évaluation, mais il n'est pas là pour édicter les règles. Et je dirais que pour moi, ça a été un souci permanent, et ça le reste encore à l'heure actuelle, que le COFRAC reste bien à sa place et non pas complexifie, j'allais dire, des fois par des initiatives, en fait, le processus d'accréditation qui est déjà très lourd. Plusieurs de mes collègues ont signalé d'ailleurs que l'accréditation est une des raisons, la lourdeur de l'accréditation, du défaut d'attractivité des métiers. Alors, le deuxième point que je voudrais aborder,
c'est le périmètre du métier. Ça a été évoqué donc par Marc Ménadier. Si vous comparez l'exercice libéral et l'exercice en CHU, en fait, l'exercice en CHU, on a beaucoup plus de médecins et pour une bonne raison, c'est qu'on a beaucoup de cliniciens qui, en fait, ont envie de faire de la biologie médicale et qui vont passer par j'allais dire, l'aspect autorisation d'exercice. Donc ça montre bien que finalement le DES dans son périmètre actuel ne répond pas très clairement à la demande des médecins. Vous voyez, il y a ce besoin finalement d'avoir un périmètre qui est très proche en fait de l'exercice clinique. Et donc nous avons des neurologues, nous avons des hématologues, etc., qui vont demander des autorisations d'exercice pour exercer donc en biologie médicale. Et dans ce découpage des autorisations d'exercice, on va retrouver les domaines de spécialité, on va retrouver l'hématologie, la médecine moléculaire, l'immunologie, etc. Donc il y a une vraie réflexion à mener. J'avais été j'avais été chargé de mission par le ministère en fait pour mettre en place la maquette du DES. Il y avait une forte volonté de la profession pour garder le métier de biologiste, mais je dirais qu'il ne faut pas nécessairement être trop strict sur une vision où on peut être biologiste médical avec une vocation généraliste, mais également biologiste médical avec des orientations de spécialité. Et ce que Catel-Péoc nous a montré tout à l'heure, et vous-même, Madame, avec cette magnifique présentation, montre bien qu'on doit s'orienter vraiment vers des métiers spécialisés. Donc ça, c'est l'autre point que je voudrais aborder. Et je pense que c'est quand même très important. Il y a eu des évolutions récentes. Je ne voudrais pas intervenir à la place de Jean Canarelli, qui préside la Commission nationale de biologie au CNOM. Mais c'est vrai, par exemple, que le CNOM a bien reconnu et établi récemment que le médecin biologiste, c'est un médecin à part entière. C'est-à-dire qu'il peut également prescrire, il peut faire des consultations spécialisées. En CHU, nous sommes un certain nombre de médecins biologistes à intervenir dans les centres de référence des maladies rares. Il y en a quelques-uns par ici. Et cette entièreté du métier n'est peut-être pas assez visible pour renforcer, j'allais dire, l'attractivité. Moi, ça me préoccupe qu'on ait 70% de pharmaciens et 30% de médecins, je vous le dis très clairement. Je pense que ce métier ne pourra avoir de l'avenir et exister dans la complémentarité qui a été évoquée entre les deux métiers que si on a 50% de pharmaciens et 50% de médecins. Parce que nous avons chacun à apporter, par nos parcours différents, ce qui fait la richesse du métier. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce à quoi je voulais dire, sur quoi je voulais parler. Pas seulement en tant que président de la Commission nationale de biologie médicale, mais également en fonction de mon parcours. Voilà, j'ai été un tout petit peu plus court. Mais, oui, mais parfait. Et votre parcours, vous êtes professeur? Alors moi, mon parcours... À Nancy. Écoutez, je suis PUPH à Nancy. J'étais au départ, on parlait de ceux qui font de la biologie après. Moi, j'ai commencé en première année de médecine à aller dans un laboratoire de biologie et j'ai fait un parcours à la fois biologie et médecine en parallèle. Je suis devenu médecin gastro-entérologue, mais au moment où j'aurais pu faire de la clinique et de la biologie, je suis retourné vers la biologie parce que c'était mon amour premier et je m'y suis pleinement épanoui. Voilà, mais en faisant également une activité de consultation dans des centres de maladies rares pour montrer que c'est possible pour des médecins. Et de recherche. Alors, j'ai dirigé une unité INSERM, je suis membre de l'Académie de médecine, etc. Enfin, on ne va pas dérouler, ça, c'est pas le problème. Non, mais en fait, je voulais mettre le doigt sur le fait que, effectivement, vous aviez eu quand j'ai regardé votre curriculum vitae, vous avez eu effectivement plusieurs sources d'inspiration et plusieurs centres d'intérêt, enfin, en tout cas. Si vous voulez, il n'y a pas de discontinuité dans les CHU entre ce qu'on doit faire sur le plan de la pratique médicale, la biologie médicale et la recherche. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ces présentations-là, parce qu'on a une prolongation dans nos travaux de recherche qui vont inspirer également la prise en charge de nos malades, y compris bien sûr par la biologie. On a abordé les omics, on a abordé l'IA, tout ça, c'est des sujets d'actualité. Moi, ce qui me préoccupe, c'est effectivement qu'on ne prenne pas du retard, par exemple, au niveau de l'HAS et des autres agences par rapport à tous ces enjeux qui font vraiment la biologie de demain. Alors, je pense notamment au cancer du pancréas, qui est un sujet que je connais bien. Il y a un vrai problème du cancer du pancréas à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, il ne faudra pas prendre de retard dès qu'on aura les biomarqueurs, parce que le cancer du pancréas, ce n'est pas quand on le découvre, c'est bien avant qu'il faut intervenir.
Est-ce qu'il y a, enfin, j'ai une idée derrière la tête, mais est-ce qu'il y a d'autres disciplines comme les vôtres où il y a, je me tourne vers Philippe Piette et vous, où il y a effectivement une parité, pas nécessairement égale, mais entre médecins, pharmaciens dans une spécialité, ou peut-être les doyens? Alors non, je pense que c'est assez unique, la biologie médicale, mais vous avez d'autres cas où, par exemple, pour la stomatologie, vous allez avoir le métier de dentiste et le métier de médecin qui vont se rencontrer dans une même Voilà, spécialité. voilà. On a d'autres exemples par ailleurs. Oui, vous faites bien de le dire parce que je pense que les chirurgiens Pas oraux, unique. je ne sais pas s'ils sont là, mais nous avaient dit qu'ils nous suivraient, alors peut-être qu'ils le font. On les salue s'ils le font. Juste un point de complémentaire, effectivement, la discipline ou la spécialité biologie médicale est assez unique sur cet aspect-là. Je voudrais quand même préciser que les pharmaciens n'ont pas voulu le 70-30, mais le 50-50 comme il était initialement défini, et qu'effectivement, nous avons besoin, par complémentarité de nos origines et de nos formations initiales, nous avons besoin de cette biformation. Après, effectivement, après le DES de biologie médicale, comme l'a dit Philippe Piette, il y a des formations complémentaires qui continuent à rapprocher les compétences, parce que c'est de compétences dont il faut parler, les compétences des pharmaciens vers l'activité de prise en charge du patient à leur niveau et pas au niveau forcément d'un médecin, et les compétences des médecins dans l'activité de biologie médicale également. Alors, il est temps, à mon sens, maintenant, pour la clarté de nos analyses et de notre conversation, de demander peut-être à Walid Saber d'intervenir. Alors, vous êtes le vice-président des internes, hein, je ne donne pas tout à fait votre sigle est extrêmement long. C'est la Walid. Fédération nationale des syndicats internes en Voilà. pharmacie et en biologie. Mais en fait, voilà, je voulais simplifier en disant que vous êtes notre interne de service, hein, ce matin, si vous le voulez bien. Et voilà, et peut-être nous dire également dans le temps imparti, s'il vous plaît, de nous dire quels sont les 2 ou 3 messages essentiels que vous voudriez faire passer pour rendre véritablement belle aux yeux de tous les jeunes professionnels de santé la biologie, si c'est possible. D'abord, merci aux organisateurs pour l'invitation. Vous êtes un étudiant brillant. Vous réussissez un premier concours parmi les plus sélectifs et les plus exigeants du pays. Bon. Quelques années plus tard, vous vous classez parmi les meilleurs de votre génération au concours de l'internat. Vous choisissez, et à juste titre, une spécialité qui porte plus de 2/3 des diagnostics. Une spécialité à la croisée de la médecine, à la croisée des systèmes biologiques, de l'ingénierie et de la recherche. Vous devenez enfin interne en biologie médicale. Et c'est à ce moment précis, au sommet de l'exigence, que la réalité vous rattrape. Quelle serait la profondeur de votre déception lorsque vous découvrez que votre formation théorique et pratique est incomplète, hétérogène à l'échelle nationale, parfois complètement déconnectée de la richesse de votre future profession? Quelle serait la profondeur de votre déception lorsque les tâches qui vous sont confiées ne valorisent ni vos compétences médicales, ni vos années de travail? Quelle serait la profondeur de votre déception lorsque vous apprenez que, malgré une obligation légale, certains prélèvements ne vous sont enseignés que partiellement ou pas du tout? Le manque de formation n'est pas seulement un mépris, c'est aussi et surtout une perte de chance pour les patients et une perte d'efficience pour le système de santé. Aujourd'hui, trop souvent encore, un interne en biologie médicale passe plus de temps à cocher des cases qu'à exercer la médecine. La démarche qualité, et entendez-moi bien, elle est indispensable, mais elle ne doit pas étouffer le sens médical de notre profession. La qualité doit être un outil, non pas une vocation imposée. À cela s'ajoute une incohérence réglementaire profonde. Une même spécialité régie par 2 niveaux de reconnaissance différents, selon que l'on vienne de médecine ou de pharmacie. Une même spécialité, un même diplôme, et pourtant des droits différents. Les internes ne demandent pas de privilèges. Nous demandons d'être formés à la hauteur des responsabilités qui sont les nôtres. Nous demandons d'être formés et une évolution de notre profession afin de soutenir au mieux un système de santé qui vacille et d'aider au mieux les patients.
un autre problème fragilise notre avenir. La biologie médicale souffre d'un manque de reconnaissance financière qui n'est plus à la hauteur de son rôle essentiel. Ce décalage salarial, et n'ayons pas peur de le dire, décourage les vocations et affaiblit une discipline qui est pourtant centrale dans le parcours de soins. L'accès à l'entrepreneuriat, qui faisait partie historiquement des atouts majeurs de la profession, est aujourd'hui onirique pour un jeune professionnel. Ce qui devait être un horizon se transforme en une impasse. Et pourtant, l'avenir nous en demande encore davantage. Alors même que la biologie médicale est l'une des spécialités médicales, voire la spécialité médicale la plus riche en données de santé, aucune formation nationale structurée n'existe sur l'intelligence artificielle et sur les technologies émergentes, ce qui signifie un retard stratégique majeur de notre profession. Au fond, ces propositions touchent à quelque chose de plus essentiel. Alors rappelons-nous ceci. Ce que nous défendons, ce ne sont pas des carrières, c'est la qualité des soins. Ce que nous protégeons, ce ne sont pas des statuts. C'est la dignité d'un système de santé qui est à l'agonie. Ce que nous voulons, ce ne sont pas des privilèges. C'est simplement de la cohérence. Le jeune étudiant brillant dont je parlais au début de mon intervention mérite un avenir tout aussi brillant. Et c'est à nous, ensemble, de le construire. Ouais, vous êtes d'où, interne où, Walid? Je suis interne au CHRU de Nancy. Nancy, Ouais. d'accord. Monsieur le doyen, vous pouvez être rassuré, la nouvelle génération sait communiquer. Hein. J'en ai pris bonne note. Vous le notez. Tout à fait. Je voudrais faire un Je suis à l'universitaire, j'imagine. Je voudrais faire un petit commentaire quand même pour avoir été porteur de la réforme du DES, donc à notre interne. C'est qu'il y a des FST, c'est-à-dire ceux qui veulent faire de l'IA. Il y a une FST qui existe, donc je pourrais lui donner vraiment l'intitulé de la FST. Et on n'a pas parlé tout à l'heure des FST qui viennent couronner en fait la fin du DES de biologie médicale et qui permettent d'avoir une surcompétence qui malheureusement pour l'instant n'est pas reconnue comme une surspécialité. Ça, c'est peut-être bien dommage. C'est une réflexion à mener avec les conseils des ordres. Mais ça ne peut pas intervenir au début. Il y a 2 ans de tronc commun qui font justement le fait que il y a une entièreté du métier de biologiste médical. Mais en tous les cas, en fin de parcours, il est très important, bien sûr, que nos internes disposent d'un enseignement. Et cet enseignement-là est basé sur des programmes qui sont bien définis, avec un examen national, etc. J'ai moi-même coordonné la FST de médecine moléculaire pendant quelques années. Donc, je suis bien sûr à la suite de cette réunion à échanger in situ à Nancy avec mon collègue avec grand plaisir. Oui. Si Raphaël Béranger, Thierry Boucher ou Jean-Paul Feujas veulent vous demander des précisions, hein, la parole est évidemment ouverte. Monsieur Baudeux, vous vouliez intervenir? Je voulais juste réagir sur l'IA pour indiquer qu'au DES de biologie médicale, à partir de 2026, il y aura une formation IA qui se mettra en place et que c'est important parce que c'est quand même un des éléments importants de l'exercice de demain. Ce que Walid Saber nous montre quand même, c'est effectivement qu'il y a, et c'est vraiment important, probablement un décalage entre les aspirations quand on commence la carrière et puis peut-être d'ailleurs c'est un peu lié à ce que nous disait aussi Philippe Piette, mais de manière assez différente. Oui, je suis complètement solidaire de mon jeune confrère qui met en évidence la désillusion qui touche les biologistes médicaux, jeunes biologistes médicaux, quand ils sont confrontés à le manque de reconnaissance de leurs compétences dans leur nouvel exercice et aux tâches auxquelles on les cantonne éventuellement. Et donc, en fait, c'est pas une perte d'attractivité. Enfin, oui, la perte d'attractivité, elle est liée à cette désillusion, à cette perte de sens. Donc, je redis bien, le sens est essentiel dans tout ce que l'on fait. Et je ne peux qu'encourager mon collègue à continuer. Je vais vous proposer peut-être maintenant d'écouter, si vous le voulez bien, Edwige Karoff. C'est Jean-François Thébault qui fera un petit peu la synthèse en tant que représentant des patients de notre table ronde pour savoir si nous avons à peu près répondu aux attendus
que nous avait fixé Lionel Baron. Edwige Karoff, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la représentante du Conseil national professionnel des techniciens de laboratoire médical. Alors, si vous le voulez bien, Madame Karoff, la même règle, hein, de quelques minutes. Mais il va être difficile de parler après un tel orateur, donc moi je vais modestement lire ma copie. Voilà, donc Edwige Karoff, je suis cadre supérieur de santé sur le pôle de biologie à l'hôpital Robert Debré à Paris. Je suis présidente de l'Association française des techniciens de laboratoire médical et aussi membre donc, du Conseil national professionnel des techniciens de laboratoire. Et aujourd'hui, je représente Myriam Delvigne, qui est la présidente du CNPTLM et qui remercie les organisateurs pour leur invitation à cette table ronde. Donc, nous souhaitions faire un rappel sur le CNPTLM et donc de rappeler que le CNPTLM, il a pour vocation de soutenir le développement et le progrès du métier de technicien de laboratoire médical. Il exporte son expertise au pouvoir public et aux agences sanitaires. Ses missions portent sur l'amélioration du processus de prise en charge et de la qualité de la sécurité des soins, ainsi que les compétences des professionnels. Alors, ces missions, elles sont bien en adéquation avec l'objet de cet espace de dialogue. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que depuis sa création en 2016, le CNPTLM a repris les travaux de la réingénierie du diplôme d'État de technicien de laboratoire médical qui avait été commencé depuis de très longues dates par les différentes associations de techniciens. Et cela afin d'élargir les compétences des techniciens de laboratoire médical et de les initier à la recherche et au parcours universitaire. Donc, cette démarche, elle s'inscrit dans des accords européens de Bologne qui sont bien vieux maintenant puisque ça date de 1998 et cela visait à la création d'un espace européen de l'enseignement supérieur. Malgré tout, ces travaux ont abouti et l'arrêté du 31 juillet 2024 relatif au DETLM prévoit ainsi l'attribution du grade universitaire de licence aux techniciens de laboratoire diplômés qui sortiront en 2027. C'est une étape essentielle pour accompagner l'évolution des technologies et de la profession. Alors néanmoins, notre profession, elle reste accessible par une liste de 10 diplômes qui relèvent de 4 ministères différents, donc le ministère de la Santé, l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur et la recherche et l'agriculture, aussi curieux que ça puisse paraître. Et malgré la révision qui a eu lieu cette année en mai de cet arrêté, la multiplicité des diplômes, elle est restée et elle complique les discussions et les harmonisations des formations. Donc il y a une nouvelle révision qui est en cours, là, cette fois-ci, par la DGOS et qui vise à mieux intégrer la dimension médicale de notre métier pour une meilleure prise en charge des patients. Et donc le CNPTLM souhaite que les professionnels sortant de formation ils soient formés à la diversité de nos spécialités. On voit bien que l'anatomopathologie, la génétique, la procréation médicalement assistée, ce sont des disciplines qui sont particulièrement recherchées par nos professionnels, mais qui sont insuffisamment, voire pas abordées dans certains cursus de formation. Donc cette harmonisation, elle est essentielle afin de limiter les temps de formation par l'ensemble des professionnels des laboratoires lors de la prise de fonction des techniciens. Il est également nécessaire de tenir compte, on voit bien quand même malgré tout des différences entre l'exercice en secteur privé et en secteur hospitalier. Ce que nous rapportent les techniciens, c'est que bien souvent à l'hôpital, ils ont l'impression d'avoir des activités plus variées, des possibilités de spécialisation et une proximité accrue avec les biologistes qui leur favorisent la participation à des travaux de recherche. Alors le souhait du CNPTLM, il a aussi été de remettre le patient au cœur de la formation en intégrant le certificat de prélèvement pendant le cursus de formation du DE. Alors on sait bien que ce sujet de préleveur, il a été controversé, il a suscité des débats, mais il convient de rappeler que depuis 2010, les techniciens ils font partie du Code de la santé publique et ils sont reconnus personnels soignants et donc au service direct du patient. Donc, ce que rapportent les techniciens aussi, c'est que la collaboration entre les techniciens et les biologistes dans la prise en charge, cela permet l'évaluation des pratiques professionnelles et d'être en meilleure adéquation avec les attendus des biologistes pour le service médical rendu aux patients. Dans cette perspective, les techniciens souhaitent avancer dans leur pratique pour apporter leur soutien aux personnels médicaux biologistes. On voit avec la loi HPST de 2009, cela permet le transfert d'actes d'un corps de métier à un autre, après la validation, bien sûr, par la Haute Autorité de Santé et par des déclarations à l'Agence régionale de santé,
pour des protocoles nationaux. C'est un processus qui est allégé pour les protocoles locaux. Et je vous parle bien sûr des protocoles de coopération, qui sont un processus qui existe pour les techniciens. Et ce dispositif permet la valorisation financière pour les techniciens. Alors, cette délégation de tâches de façon réglementée, elle est déjà en place pour d'autres professionnels paramédicaux, avec la mise en place des pratiques avancées. Et peut-être faudrait-il tendre vers cela aussi pour les techniciens. L'ensemble de ces éléments souligne l'importance d'une collaboration renforcée entre les personnels médicaux, biologistes et les techniciens. Et l'attractivité de nos professions passe par une évolution ambitieuse des compétences, seule garante d'une prise en charge de qualité avec efficience pour nos patients. Je vous remercie. Bravo, bravo, bravo. Merci du temps. Je crois, si vous le voulez bien, je suis à peu près persuadé que Jean-François Thébault va faire le miel de tout ce qu'il a entendu, notamment vu de l'intérêt qu'il porte aujourd'hui au sujet de santé. Je rappelle quand même que Jean-François Thébault, vous êtes cardiologue de formation et que vous avez été ancien membre du collège de la Haute Autorité de Santé. Vous êtes un actif syndicaliste médical, enfin on vous a connu comme cela, mais par ailleurs vous êtes le vice-président aujourd'hui de la Fédération française des diabétiques. Je n'ai pas évidemment oublié Thierry Boucher qui nous fera une synthèse, une transition également avec la table ronde suivante, notamment en faisant une courte analyse, je crois, du rapport de l'IGAS, et notamment, nous avons eu la chance d'avoir, et je le salue, mais enfin, je crois que je l'avais fait déjà, M. Amgar, qui en a été un des auteurs. Alors, Jean-François, dans le même temps imparti, Jean-François Thébault. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Je parlerai au nom des diabétiques, puisque Gérard Raymond, auquel j'ai eu l'honneur de succéder, représentera l'ensemble des autres pathologies. Je ne sais pas s'il est remplaçable, non, Gérard Raymond. Non, à mon avis, il est irremplaçable. On ne peut que lui succéder en toute modestie. Et c'est ce que je fais. Alors, c'était très intéressant pour nous, patients. Tous les débats ont été très intéressants. Les premiers débats sur la science à venir et sur l'avenir pour nous intéressent beaucoup au niveau des diabétiques, puisqu'on va vers des phénotypages, voire des génotypages des différents types de diabète. Et à n'en pas douter, ça pourra permettre de bien mieux personnaliser les traitements. Ça, c'est le premier point pour la recherche. Pour la partie développement clinique, là, j'espère qu'on aura la chance de ne pas vivre ce que vous avez vécu pour vos tests avec le dépistage du diabète de type 1 qui peut-être sera évalué par la Haute Autorité de Santé sur l'année 2026. Mais on a vu qu'il y a une coalition d'intérêts entre le CNP de biologie qui a déposé la demande, la Société française et la Fédération française pour aller de l'avant dans cette action. Et Monsieur Carbonneil, on espère vraiment que cette demande de dépistage ira à son terme afin de pouvoir le faire. J'en profite, puisque voilà. Bon. Alors, pour revenir au sujet pratique, je vais rabaisser énormément le débat par rapport à tout ce qui est la formation, sauf si vous voulez que je développe un petit peu la formation continue et la formation continue et la certification périodique. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est les propos introductifs de Lionel et ceux de Philippe Piette qui on nous a ramenés sur le terrain. Je ne veux pas dire que le reste n'était pas intéressant, mais pour nous usagers, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, la proximité, comme vous l'avez dit. Les biologistes médicaux, si je prends le diabète, c'est vraiment l'un des 3 piliers. Il faut 3 points pour pouvoir tenir debout sur un tabouret. 3 piliers du parcours de soins d'un patient diabétique. Il y a le pharmacien qui distribue les médicaments, le médecin qui les prescrit et le biologiste chez qui on va au minimum 2 fois par an, parfois plus. C'est vraiment un des piliers de notre parcours de soins. Il produit des données. Alors, ce sont nos données qu'il produit. C'est vous qui les fabriquez, mais ce sont nos données. Et on aimerait bien que ces données soient beaucoup mieux utilisées, beaucoup mieux transférées, et que vous alliez, par exemple, dans le transfert sur mon espace santé qui est fait très régulièrement, mais en PDF, que ce soit des données structurées qui nous permettent d'avoir des mesures et de l'intégrer comme
comme par exemple, ça a été fait maintenant récemment avec les freestyles dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, pour des problèmes techniques qui paraissent assez sérieux, mais pas dans notre pays où les choses ont été prises en main très rapidement. Mais ces données sont transférées sur notre dossier, et pas seulement sous forme de PDF, sous forme de mesures, c'est-à-dire structurées et directement utilisables et interprétables. Ça, c'est un point important qu'on attend. C'est bien que c'est plutôt le travail de vos éditeurs de logiciels, mais si vous ne les poussez pas, ils ne le font pas. Voilà, ça c'est très clair. Ce qu'on attend aussi dans votre action, et vous le dites et le redites, c'est le rôle que vous pouvez avoir dans le dépistage. Pas seulement dans le dépistage, comme je disais, du diabète de type 1 sur prescription, mais dans le dépistage chronique du diabète. Vous savez, le diabète, c'est facile à dépister, il suffit d'une glycémie. Ça doit être un des examens les plus simples que vous faisiez, que vous pouviez faire. Et cette glycémie, 2 glycémies supérieures à 26, on est diabétique, ou une fois supérieure à 2 grammes. Donc c'est très simple. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas assez de gens qui se font dépister. Et on a beaucoup essayé de travailler avec Lionel et avec François pour essayer d'aller vers des dépistages systématiques pris en charge par l'assurance maladie, un peu comme ce que vous faites pour le VIH, qui pour nous serait une très bonne chose. À partir de tests de risque comme le FINRISC, que les patients qui pensent avoir un risque puissent pousser votre porte, aller se faire une prise de sang, qui ne sera pas gratuite bien sûr parce qu'il faut bien que quelqu'un paye, mais qui sera prise en charge et transférée au médecin traitant, après l'avis du patient s'il le désire. Pour ça fait partie dans les dépistages. Mais il n'y a pas que le dépistage du diabète, il y a le dépistage des complications du diabète. Alors vous avez avancé un peu sur la maladie rénale, par exemple, notamment en obtenant le RAC, la nomenclature du RAC. Mais il faut aller plus loin pour le pousser vers les gens qui ne l'ont pas eu, les patients qui viennent. Vous avez dans le système d'information, sauf que ce système d'information, il est à la main de gens qui ne sont peut-être pas compétents pour ça, c'est un problème d'organisation. Quand je vais me faire piquer, entre guillemets, comme on dit, je vois une secrétaire. Je ne vois même pas un technicien, c'est un technicien, je le vois pour me piquer, mais je vois une secrétaire. Et je ne sais pas si elle a la compétence, elle, et c'est quelque chose sur lequel il faudrait travailler, de dire, mais ça fait 3 fois que vous venez en 2 ans et on n'a jamais fait d'analyse d'urine, monsieur. Ça, c'est un point très important. De la même manière, dans beaucoup de bilans, je suis un peu technique, mais dans beaucoup de bilans qui sont faits, il y a tous les éléments pour faire un FIB4. Mais si le médecin ne le demande pas, la plupart du temps, j'ai vérifié sur mes dernières prises de sang où je vais dans 2 labos différents, parce que je vais à la campagne et à Paris, et c'est pas fait. Il faut le demander, alors que ça coûte rien, puisque c'est un calcul, comme le DFG, etc. C'est un calcul. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ces choses-là qui, pour nous, seraient importantes, parce que c'est vrai que... Et puis, l'autre petit point, alors là, c'est un petit caillou dans votre chaussure, c'est que la seule fois où j'ai vu le biologiste de mon cabinet de labo, c'est parce que j'ai dû avoir un prélèvement d'une partie intime, et là, c'est pas le technicien qui me l'a fait, c'est le biologiste. Mais c'est la seule fois où je l'ai vu. Bon, ceci dit, ils savent que je suis médecin, que j'ai peut-être pas besoin de les voir, mais je suis pas sûr. Donc pour nous, l'important, c'est cette coordination sur le terrain, au sein des espaces territoriaux coordonnés de prise en charge. Pour moi, le modèle idéal, c'est le CPTS. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Mais il y a dans les CPTS où je vais, en tant qu'usager, comme participant, il y a les biologistes médicales qui y sont. Et c'est vraiment cet axe. Alors, je ne veux pas négliger les autres professions de santé, mais pour un diabétique qui n'a pas besoin d'infirmière, parce qu'il y en a qui ont besoin d'infirmières pour faire leur piqûre, mais pas beaucoup, hein. Il y a quelques dizaines de milliers de personnes qui ont besoin d'une infirmière pour avoir à domicile leur piqûre. La plupart des autres, ils se font leur insuline ou leur traitement tout seul. Donc, vraiment, le trio, c'est le médecin, le pharmacien. Et là, il faut que vous améliorez les outils de coordination, de discussion au sein de ces structures territoriales de santé. Ça, c'est vraiment la demande prioritaire des patients. Et la deuxième chose, c'est l'alimentation en données structurées de mon espace santé, qui pour nous, moi, il y a tous mes éléments dans mon espace santé, y compris mes glycémies maintenant moyennes avec mon freestyle, tout y est. Voilà, il manque plus qu'à ordonner ça, tout ça. Parce que je vous citerai un exemple d'un biologiste, d'un pharmacologue, d'un obédique qui devait étudier un dossier de patient. Il voulait savoir, c'était à propos d'un cancer, suivi d'un cancer, si le patient avait eu des ACE. Il y avait toutes les biologies parce que le patient en avait eu beaucoup. Il a dû ouvrir 40 dossiers
enfin 40 pages successives pour voir, et à la 41e, il a été bloqué parce qu'il ne peut pas en voir plus. Donc on voit bien qu'il y a un problème d'usage aussi, et qu'il y ait un processus à faire de manière à ce que ce soit beaucoup plus ergonomique. Et ça, je vous le dis, c'est le travail que vous devez faire avec vos éditeurs. C'était vrai, oui. Voilà, c'était fini. Ouais. Bon, la certification, le DPC, j'en Ouais. parlerai pas parce que c'est un tel... Peut-être dans la conversation. Ouais, voilà. Je voulais dire à ce sujet qu'on a quand même des dialogues. Merci pour la diatribe concernant la place trop importante que prennent désormais la gestion des accréditations dans la pratique des biologistes médicaux, notamment au CHU. Et il faut que l'accréditation hospitalière passe par la Haute Autorité de Santé, comme la certification des établissements de santé. C'était un commentaire que vous pourrez peut-être faire. Je pense, merci beaucoup, je crois que c'est vraiment important, Jean-François Thébault, ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, c'est vu à la fois de manière assez concrète, même si vous êtes un savant de ces sujets-là, notamment, on rappelle que vous êtes à l'origine des CPTS. Voilà, il faut le dire, parce que vous l'avez dit qu'à moitié, donc je traduis. Mais enfin, c'est vraiment intéressant. Moi, je voulais vous dire quand même que j'ai l'impression, parce que j'ai eu également une analyse biologique récemment, et on m'a demandé, c'est bien la technicien de laboratoire, ou la secrétaire, je ne sais pas, qui m'a demandé si je voulais un test HIV. Ouais, c'est relativement... J'ai cru que c'était assez récent. Non, qu'on vous le demande systématiquement ? Non, vous ne savez pas ? C'est très dépendant. C'est très dépendant, tout comme le FIP4. Je te réponds, le FIP4, nous en Alsace, plusieurs collègues ici, on le sort systématiquement en ville et à l'hôpital, ça a été mis en place. Et tu peux mettre ton micro, on va essayer de pousser ça au maximum. À toi aussi ? Non, mais ton micro, pas sur ceux qui sont à l'extérieur. Oui, tout à fait. Et donc le FIP4 a été mis en place systématiquement en Alsace, et évidemment, on va pousser pour que ce soit partout dans le reste de la France, donc on va essayer de pousser là-dedans. Et on aura besoin de vous aussi, d'ailleurs, je m'adresse à Gérard et à toi, Jean-François, parce que sur les maladies rénales, typiquement, on est coincé, parce que la Haute Autorité de Santé, je vous remercie, a été très claire sur le fait qu'il faut rajouter un RAC quand le DFG est inférieur à 60 pour les populations cibles, sauf qu'on peut le rajouter qu'une fois par an, et que la CNAM nous a dit, si vous le rajoutez une fois par an, alors qu'il a été fait dans un autre laboratoire une fois dans l'année, on vous cartonne. Sachant qu'on n'a aucun moyen d'être sûr que ça n'a pas été fait dans un autre laboratoire dans l'année, et qu'on parle d'un dosage de 3 €. Donc c'est ça qui nous empêche, nous, de pouvoir rajouter avec les éditeurs, etc., selon la cible du patient, ce qu'il faut pour mieux prédire votre risque. Donc là, on a besoin de s'aider. Voilà. Alors, je voudrais revenir un instant sur le problème du HIV. Oui, monsieur. C'est un sujet qui est très important. J'ai travaillé dessus avant la mise en place généralisée sur l'ensemble du territoire de ces dépistages et ensuite des 3 autres IST qui se sont rajoutés. Il y a des campagnes en plus d'associations. Il y a par exemple aujourd'hui à Paris, avec Vers Paris sans sida, une campagne qui va être lancée avec l'URPS pour inciter les patients à faire des dépistages sur ces 4 IST. Vous avez des panneaux à Paris qui l'affichent. Il y a des affiches qui nous sont fournies par Vers Paris sans santé avec les sigles des URPS, parce que c'est un problème extrêmement important. Pouvoir soigner les patients qui s'ignorent en termes de sida, c'est fondamental. Monsieur Azoulay, on peut en profiter pour dire quand même et lancer un appel, parce qu'on sait aujourd'hui que sur le sida, la situation en Afrique est véritablement catastrophique du fait du désintéressement des États-Unis dans l'aide. Moi, j'ai écouté, il faut quand même le dire, c'est ici qu'on doit le dire, j'ai écouté quelques reportages, et notamment de notre excellente consoeur qui était de France Télé, qui est aujourd'hui installée à Dakar, et qui rappelle en permanence, une militante de ces sujets-là avec nous, et qui rappelle que la situation est terrible pour les populations, en l'occurrence de l'Afrique de l'Ouest, mais enfin bon, puisqu'elle étudie ça, enfin on peut lancer ce cri-là aussi. J'ai noté un point important de l'intervention de Jean-François Thébault, c'est les relations du patient avec les équipes du laboratoire. Et en fait, cette relation, justement, elle doit être construite par le biologiste qui est normalement doit être en contact permanent avec l'équipe du laboratoire. Parce que la secrétaire qui est inculturée à la pratique médicale, le technicien qui est inculturé à la pratique médicale par le biologiste, il lui donne des éléments, et ce qui permet d'avoir une prise en charge pertinente des diverses situations du patient. Parce qu'on est manichéen, on a une prescription, on a des procédures,
mais il y a tout ce qui est entre la prescription et les procédures. Et donc la pertinence, par exemple, votre urine n'a pas été faite, etc. C'est tout un tas de choses de vigilance, de points de vigilance qui est associé aux équipes et au rôle du biologiste à instaurer ça. Et donc c'est un rôle de plus du biologiste qui n'est toujours pas reconnu en la matière. Oui, et probablement ce que nous a dit Madame Caroff également, des populations qui accompagnent, enfin qui sont présentes dans le laboratoire de biologie. Mais enfin, oui, Walid, ça va. Si vous me permettez juste une rapide say, j'ai eu une suggestion parce que vous proposez de mettre tout le temps les données de santé sur mon espace santé. Moi, je suis entièrement favorable. C'est important d'avoir de l'interopérabilité, d'avoir les données de santé sur des serveurs. Le problème aujourd'hui majeur en France, c'est la cybersécurité. On a des soucis. Il faut sécuriser les données des patients parce que c'est extrêmement important. Et on a eu très récemment le hack de France Travail qui a fait fuiter 1,6 million de données de personnes sur France Travail. Alors imaginez cette même fuite sur des données de santé, sur des diagnostics de HIV ou d'autres choses, c'est catastrophique. Donc il faut pousser vers ça, mais pousser vers ça sans la cybersécurité, c'est de l'inconscience. Oui, en une minute, pour essayer de résumer, de trouver, comme vous le disiez, le dénominateur commun sur cette session, je pense qu'on pourrait le résumer en disant qu'il faut aller vers pour faire connaître notre profession. Donc au niveau des facs, on a également des biologistes et des techniciens influenceurs qui font connaître auprès du grand public notre profession, puisqu'on est parfois caché derrière le laboratoire. Donc ça, c'est important pour être mieux connu et reconnu. Au niveau des facultés, ouvrir son laboratoire aux externes, faire connaître. Il y a une étude qui a été menée au CHU de Caen qui a montré des effets positifs. Aller vers également peut-être une nouvelle organisation et maillage territorial et peut-être un exercice partagé, puisqu'on voit que les hôpitaux qui ont fait le choix de mettre la biologie en avant au niveau d'une organisation en groupement hospitalier territoire, au niveau du GHT, ont moins de difficultés de recrutement de biologistes et de techniciens. Donc ça montre bien qu'il y a une meilleure attractivité pour les jeunes. Et puis aller vers l'exercice d'une biologie clinique en n'hésitant pas à aller auprès des cliniciens, auprès des patients, pour que les biologistes puissent, et l'ensemble de l'équipe du laboratoire, puissent mettre en avant leurs compétences et au service du patient. Raphaël Béranger, vous êtes le président du syndicat des biologistes des hôpitaux. On avait dit... Alors d'abord, je demande à Lionel Baron, est-ce que l'on a à peu près répondu aux attendus que vous nous aviez fixés avant que Thierry Boucher... Au-delà de toute espérance. Maintenant, il faudra se mettre au travail après la conférence. Il ne s'agit pas juste de le dire. Alors Thierry Boucher, en 2 minutes, on avait dit 2 minutes, est-ce que vous pouvez nous présenter, en fait, vous assurer la transition avec la table ronde suivante. Vous avez souhaité... Ah, vous aviez une question, madame. Oui, alors je vous en prie. Bon, écoutez, on prend la question d'abord. Non, allez-y, s'il vous plaît. Non, c'est important qu'il y ait un dialogue. On va vous donner un micro. Ou alors, approchez-vous. Attendez, on vous apporte un micro. On vous apporte. Non, je crois que vous allez tout casser. On va vous apporter un micro. Merci beaucoup. Alors, réponse rapide. Question rapide et réponse rapide, s'il vous plaît. Parce qu'on est presque dans les temps. Mais... Oui, bonjour. Alors, moi, je suis Isabelle Emer. Je suis biologiste médicale de formation pharmacien. Je suis présidente de Biogroupe. Biogroupe, c'est le premier réseau de laboratoires privés de France. Donc, on fait à peu près 25% de l'activité de biologie médicale privée en France. C'est à peu près avec 900 biologistes, médecins ou pharmaciens, dont 3 de mes confrères sont présents à côté de moi. Juste avant de faire part de mes commentaires un peu globaux, je voulais juste réagir. Et rapidement, parce que là, on est... je suis désolée, j'en ai pour un peu plus qu'une minute. Pour non, pas beaucoup plus, je vous en prie. Les dépistages HIV et IST qui peuvent être demandés dans les laboratoires de biologie médicale pour réagir, parce qu'on en pratique relativement beaucoup, vu le maillage que l'on a, c'est 15% de positivité. 15% de patients qui sont positifs. Et dans les patients qui sont asymptomatiques, qui ne sont même pas, qui se prétendent eux-mêmes non éligibles parce que ne pas avoir de pratique à risque, etc., on a également 15% de gens qui sont positifs en HIV ou infection sexuellement transmissible. Donc c'est considérable aussi en France. Donc ça, c'était quand même première information que je voulais vous faire passer. Quelques commentaires par rapport à ce qui a été dit. Je suis tout à fait évidemment d'accord avec Monsieur Piette. La biologie médicale, c'est une spécialité médicale. Et je suis un peu interpellée, même qu'on puisse remettre ce point en question. Je n'ai pas entendu dire qu'on l'ait dit, mais enfin... Un petit peu quand même. Bon.
Allons-y, parce que Madame Dossier La biologie doit rester une spécialité d'ailleurs polyvalente parce que nous, dans la biologie libérale, et je pense qu'aussi c'est quand même un peu pareil à l'hôpital sur les laboratoires de polyvalents, en fait on expertise un dossier global, on n'expertise pas juste une partie microbiologique ou une partie hématologique. Donc il faut garder cette polyvalence, même si dans les laboratoires privés comme à l'hôpital, on a des experts dans l'expertise. On a des biologistes qui sont spécialisés en microbiologie, on a des biologistes qui sont spécialisés en fertilité, d'ailleurs j'en ai un à côté de moi, on a des biologistes qui sont spécialisés en hématologie, mais ce qui est important, c'est de ne pas oublier cette polyvalence qui, je pense, est très importante. En parlant de l'attractivité de la profession pour les jeunes internes, on a une vraie difficulté à se faire reconnaître en tant que biologie libérale auprès des internes. Alors moi, à mon époque, quand j'étais interne, c'était il y a malheureusement fort longtemps, mais à l'époque, on parlait... On a du mal à le croire. C'est gentil, mais on parlait de la biologie libérale aux internes. Maintenant, j'ai l'impression qu'on n'en parle plus. Quand on a des confrères ou consoeurs qui vont sur... des interventions organisées par des internes, en fait, ils découvrent qu'il y a de la biologie privée. Et on doit en parler pour arriver à ce qu'on accueille des internes en biologie chez nous, parce que c'est quand même intéressant qu'ils voient aussi toute la diversité qu'on peut avoir au sein de la biologie médicale privée. C'est toujours le parcours du combattant extrêmement compliqué. Donc ce serait peut-être bien aussi de rajouter un semestre d'interne dans les laboratoires privés. Pourquoi pas? Parce que je pense que c'est important. Et je voudrais réagir aussi sur l'attractivité. C'est que l'attractivité, c'est effectivement c'est quelque chose qui est très important, et nous on est très concernés par cela, mais il y a aussi l'attractivité dans les zones désertifiées. Mais qui est intéressé pour venir travailler à Lons-le-Saunier? Non, mais parce qu'il y a un véritable problème aussi. Ça pose le problème quand on parle de démographie, de perte d'attractivité des biologistes. Mais le problème, c'est qu'il y a plein d'endroits où plus personne ne veut aller travailler. Comment on fait? C'est vraiment le sujet. Je vous remercie beaucoup. Merci, on vous applaudit. C'est le sujet que va... Mais vous allez revenir, mais nous sommes en liaison avec Lyon. Il va falloir que nous allions donc vite avec Madame Dossier, qui n'a que quelques minutes avec nous. Thierry Boucher, en 2 minutes... Je suis désolée, j'ai juste pas terminé, juste 30 secondes. Ouais, mais... Non, mais j'aime bien dire ce que j'ai à dire, donc excusez-moi, j'ai le micro, mais je vous le rends dans 30 secondes. Non, vous allez voir, en réalité, en réalité, vous allez voir, c'est l'inverse qui va être fait. Je vous donnerai la parole tout à l'heure, dans quelques minutes. Mais je voudrais que Madame Dossier, vous faites 1 minute, 2 minutes, s'il vous plaît, et puis on vous redonnera la parole. Alors, je voulais déjà rassurer Jean-Louis Guéant, je suis médecin biologiste. Oui. Donc, ça me permet de parler. On va revenir à quelque chose de très terre-à-terre, qui est le rapport de l'IGAS. On est très loin de la biopsie liquide, très loin de l'exposé qu'on a eu tout à l'heure, qui était remarquable. Voilà, donc ce rapport, il a 2 parties, l'une sur l'évolution de la réglementation et l'autre sur la rentabilité des structures. Concernant la première partie, il y a différents points, dont un vient d'être abordé, c'est l'évolution du nombre de sites par biologiste. Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des villes, il y a des petites, moyennes, qui n'ont plus de biologistes et qui ne peuvent plus attirer de biologistes. D'une part parce qu'il n'y en a pas assez, et d'autre part parce que les gens se sont désintéressés de la biologie. Deuxième préconisation, la poursuite des restructurations avec la disparition des 3 territoires de santé. Vous savez qu'aujourd'hui, une structure peut avoir 3 territoires de santé. Pour l'Île-de-France, c'est 3 départements. En province, ça peut être un département ou un département divisé par 2 ou par 3. Voilà. Tout ça, c'est très variable et non pas en fonction du nombre d'habitants. Et l'autre préconisation, c'est l'augmentation des analyses sous-traitées. Vous savez qu'aujourd'hui, une structure peut envoyer jusqu'à 15% de ses analyses dans une autre structure. La demande de l'IGAS, c'est d'ouvrir ce pourcentage. Troisième préconisation, l'arrêt des ouvertures de laboratoires dans les zones déjà pourvues, parce qu'on s'aperçoit effectivement que l'installation des laboratoires se fait là où il y a déjà trop de laboratoires, et par contre, là où il n'y en a pas, personne n'y va. On répondait un peu à la question. Allez-y. Voilà, problème des ouvertures des laboratoires l'après-midi et les samedis, avec l'élaboration d'une carte sanitaire, avec les heures d'ouverture et les laboratoires de garde, afin d'assurer la continuité des soins. Mise en conformité du statut social des biologistes, TNS, salariés dans les structures financières. Donc ça va être difficile de faire le schéma entre les deux.
Usage trop restrictif de la biologie délocalisée qui doit se développer dans un cadre simplifié qui enlève la responsabilité du biologiste, davantage adapté aux enjeux de la qualité et de l'efficience. Alors effectivement, quand on fait des comparaisons avec les pays étrangers, ça n'a aucun rapport. La biologie délocalisée en Allemagne, effectivement, elle a un intérêt puisqu'il y a très peu de laboratoires. En fait, il y a moins de 400 laboratoires quand on en a plus de 4000. Donc effectivement, la biologie délocalisée a un intérêt d'être fait sur place, ce qui n'est pas le cas de la France, puisque je signale qu'il y a plus de 4000 laboratoires. Comme l'a souligné, je crois, Lionel, à moins de 20 km, il y a un laboratoire. Donc on compare des choses qui ne sont pas comparables. La biologie délocalisée, je signale que la CNAM est totalement contre. C'est toujours opposé au fait d'ouvrir cette délocalisation qui va engendrer des coûts dont personne ne sait où ils peuvent aller. Enfin, revoir la gouvernance du secteur en faisant entrer dans les négociations les représentants des groupes de biologie. Voilà, tout ça pour résumer, ça fait quand même 3 ans qu'on demande au ministère de la Santé d'avoir des états généraux de la biologie. Ça fait 3 ans qu'on nous dit oui, il n'y a pas de problème, on va faire, et ça fait 3 ans qu'on n'a toujours rien fait. Et aujourd'hui, les problèmes, évidemment, sont pires qu'il y a 3 ans, ne font que s'accentuer, et on n'a toujours pas de réponse. Voilà, ça c'était le premier point. Merci. Non, Merci. c'est pas fini. Ah oui. Parce qu'il y a une deuxième partie. Non mais attendez, parce que... J'ai fait 1 minute, là. J'ai fait 1 minute. Oui, non, vous avez fait... Enfin, vous êtes chez vous, vous faites comme vous voulez, mais après, je vais être vraiment très perturbé dans l'organisation et dans le timing. Vous allez me le reprocher, Thierry Boucher. Oui, non, je ne vous reprocherai pas. Et après, je vais être obligé de couper la parole à madame, parce que temps... Je lui laisserai un peu de parole. La deuxième partie, ça concerne la rentabilité des structures. Non, mais ça, on va le faire dans la deuxième partie. Oui, on le fait dans la deuxième partie, et notamment, d'ailleurs, François Blanchecotte devait également s'en occuper. Et puis, nous avons la chance d'avoir M. Amgar, donc, qui va également nous en parler. Je voudrais simplement d'abord l'introduction du 3e épisode. Voyez-vous, nous avons une dizaine de minutes de retard, donc c'est la raison pour laquelle je pousse un peu à rattraper ce retard, mais rien que 10 minutes, ça n'est pas non plus catastrophique. On va parler de financement de la biologie pour un meilleur accès aux soins. Et nous avons demandé à Jean-Philippe Brunet de nous rappeler les attendus de cette 3e séquence. Mais juste avant, je voulais demander à Aurélie Dossier. Vous êtes avec nous, Madame Dossier ? Vous êtes en liaison. À tous. Bonjour. Madame Dossier, vous pouvez rester avec nous juste un petit moment. Donc, nous respectons ce que nous avons dit. Et donc, nous demandons bien à Jean-Philippe Brunet d'introduire et de nous rappeler les attendus de cette table ronde, et ensuite nous entrerons dans la conversation, dans la discussion sur ces questions de financement, et je prendrai toutes les questions et vous reviendrez, madame, pour engager avec nous le débat.